Bien, bonjour et bienvenue à tous qui me restaient invisibles dans cet amphithéâtre navarre toujours désespérément vide. La semaine dernière, je reprenais mon cours après des mois d'interruption, mais au lieu du plaisir de retrouver les auditeurs dont beaucoup partagent mes questionnements depuis des années déjà, j'ai eu le chagrin de retrouver cet amphithéâtre totalement vide, et j'ai pu ainsi vérifier la justesse de la conception chinoise traditionnelle du souffle, qu'on appelle en chinois qi ou ki en japonais. Ceux qui pratiquent le tai chi chuan ou un art martial quelconque connaissent cette notion de souffle ou d'énergie vitale qui se nourrit de l'échange et de la circulation, mais qui se perd et s'épuise totalement quand cet échange et cette circulation sont absents. Donc, pour commencer, je vous rappelle la graphie donc, de ce mot, qi, qui comprend, vous le voyez à l'image, ce graphème à droite qui désigne le riz qu'on mange. Et donc, ça vous indique que ce qi, ce souffle, cette énergie vitale a quelque chose à voir avec la nourriture, quelque chose qu'on mange pour soutenir son énergie. Et je partagerai en fait le plaisir qu'on a de sentir justement l'odeur du riz qui cuit. Et vous avez cette odeur de la vapeur de riz qui monte de la casserole. Alors, bon, je ferme ici la parenthèse parce que ce n'est pas encore tout à fait l'heure du déjeuner, mais pour la première fois, depuis que j'enseigne au Collège de France et que j'enseigne tout court, la dernière fois, je me suis sentie totalement vidée à la fin de l'heure. Et j'avoue que je reviens aujourd'hui un petit peu à reculons, d'autant que l'allocution présidentielle de mardi soir nous a confirmé que les choses risquent de ne pas s'arranger tellement d'ici l'année prochaine. Alors, la semaine dernière, disais-je, je rappelais les circonstances qui m'ont amené à soulever la question de savoir si la Chine est encore une civilisation. Il y a à cela des raisons conjoncturelles, du moins en apparence, qui sont liées à la pandémie. Cette pandémie qui est partie il y a 1 an du cœur de la Chine et qui a depuis fait dans le monde entier des ravages qui ne sont pas près de se dissiper. Il y a en effet de quoi se demander si une civilisation qui est censée diffuser ses bienfaits civilisateurs est encore une civilisation quand ce qu'elle diffuse est un virus mortel. Et quand, par-dessus le marché, ce virus n'est pas le premier qu'elle diffuse. L'écrivaine de Wuhan, Fang Fang, dont j'ai lu le début du journal, tenu pendant les 76 jours du confinement draconien qu'a connu la mégapole de Wuhan de fin janvier à mi-avril, donc Fang Fang rappelait que la Chine avait déjà été le point de départ du SRAS, et ne parlons pas de la grippe aviaire et d'autres zoonoses du même genre. Mais, comme nous le verrons au cours de cette année, les raisons de mon questionnement ne sont pas seulement conjoncturelles, elles concernent aussi l'histoire de la Chine depuis plus d'1 siècle, ainsi que son rapport avec le passé et
la mémoire de ce passé. Nous avons vu la dernière fois que, en contraste assez saisissant avec l'Inde, qui, elle, n'hésite pas à se poser haut et fort la question de savoir si elle est une civilisation ou même si elle est civilisée, une telle question n'est même pas concevable dans le cas de la Chine, qui se présente et qui est présentée partout de manière routinière et conventionnelle comme l'une des plus grandes civilisations de l'histoire de l'humanité et comme la seule civilisation qui ait perduré de manière continue depuis au moins 5000 ans. Donc, je vous montrais déjà cette couverture de livre la dernière fois, qui s'intitule China Condensed, donc c'est un condensé de la Chine, qui vous donne en un livre 5000 Years of History and Culture, donc 5000 ans d'histoire et de culture, avec donc le grand timonier Mao en couverture, pour bien vous montrer que la Chine actuelle est dans le prolongement continu de ces 5000 ans d'histoire et de culture. Alors, nous avons vu que cette fixation sur les 5000 ans, ce nombre magique, est due à la compétition avec les civilisations de haute antiquité du pourtour oriental de la Méditerranée, notamment la civilisation pharaonique égyptienne. Alors, on se rappellera peut-être l'échange, disons, mi-figue, mi-raisin, entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois, donc le président Xi Jinping, pendant la visite d'État qu'a faite M. Trump en Chine en 2017. Donc, partie obligatoire de la visite officielle, donc, il y a eu donc, le passage obligé par la cité interdite de Pékin. Et les journalistes ont rapporté que les deux présidents ont eu cet échange concernant donc la Chine, dont M. Trump a dit qu'elle avait 5000 ans d'histoire, donc M. Trump avait bien appris sa leçon, mais que, et là on reconnaît l'esprit trumpien, que l'Égypte en comptait 8000. Alors là, je pense que M. Trump est un petit peu dans l'exagération, mais toujours est-il que ce qui est intéressant, c'est la réponse du président chinois qui a dit, certes, l'Égypte est un petit peu plus ancienne que la Chine, mais la seule civilisation ancienne qui perdure encore aujourd'hui, c'est la Chine. Donc, bien sûr, c'est assez anecdotique, mais je pense que c'est quand même assez significatif de tout ce qui se passe actuellement en Chine et que je m'en vais donc développer pendant le cours de cette année. Alors, comme pour corroborer les propos du grand leader et pour affirmer in situ la suprématie chinoise, voilà ce que fait un jeune touriste chinois en Égypte. Alors, je ne sais pas si vous le voyez à l'image, nous sommes à Luxor, dans le Saint des Saints, en quelque sorte du temple d'Amenhotep III, et donc sur le ventre d'un bas-relief qui représente le dieu Amon, vous avez ce graffiti en chinois qui dit ceci, donc Ding Jinghao a visité cet endroit. Alors, le graffiti est peut-être pas très clair sur l'image, mais vous reconnaissez quand même très clairement les trois caractères du nom
de ce touriste, Ding Jinghao. Donc, alors, naturellement, la bêtise d'un tel geste laisse absolument sans voix, hein, mais je dirais que pour ne rien arranger, la calligraphie de ce jeune homme est d'une nullité absolument navrante. Et là aussi, on vérifie la justesse de l'idée chinoise traditionnelle que la calligraphie de quelqu'un est révélatrice de sa personnalité. Donc là, vous avez le ventre du dieu Amon complètement défiguré par ce jeune touriste chinois. La dernière fois, j'avais eu l'occasion de vous dire à propos du Nouvel An chinois que beaucoup de touristes chinois maintenant quittent même la Chine pour aller assez loin, et l'Égypte est devenue une destination à la mode, hein, pour son malheur. Alors, comme nous avons commencé à le voir la semaine dernière, la revendication de 5000 ans de civilisation continue en Chine, qui, on va le voir, n'a encore jamais réussi à trouver des fondements solides, a fait l'objet d'un vaste projet sponsorisé par nul autre que l'État chinois, hein, autrement dit avec beaucoup de moyens. En 1996, il s'agit du projet de chronologie des Xia, Shang, Zhou, qui sont donc les 3 dynasties de la Haute Antiquité, dont la première, celle des Xia, a toujours été considérée comme mythique beaucoup plus qu'historique. Alors, ce projet a été lancé par un certain Song Jian, dont vous voyez la photo ici à l'image. Vous voyez son look, si vous me permettez l'expression, assez représentatif des hauts cadres actuels du Parti communiste chinois, donc costume à l'occidental, cravate fleurie. Hein. Et ce monsieur Song Jian est donc était un dirigeant responsable de la politique de la recherche en Chine populaire. Et à la suite d'une visite officielle en Égypte, précisément, où il a pu constater que l'Égypte dispose d'une chronologie assez solide pour remonter jusqu'à 2750 avant la chrétienne, ce monsieur donc a décidé de se retrousser les manches et de faire quelque chose du côté chinois. Et de toute évidence, l'objectif assigné au projet était donc de s'efforcer de remonter au moins aussi loin que l'Égypte, mais malheureusement, au bout de près de 5 années de travaux acharnés menés par quelques 200 spécialistes, on a réussi péniblement à faire remonter les débuts de cette supposée dynastie Xia à seulement 2070. Donc, vous avez à l'image, j'ai surligné donc les 3 grandes dynasties de la Haute Antiquité, selon la chronologie établie par ce projet Xia Shangzhou. Donc la dynastie Xia, vous voyez qu'elle est censée commencer en 2070 et se terminer en 1600. Ensuite, elle est renversée par la dynastie Shang, qui dure de 1600 à 1046. Et 1046 est la date assignée donc à la conquête Zhou, qui prend la suite des Shang de 1046 jusqu'à 256 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire la fin des royaumes combattants et peu avant l'établissement de la première dynastie proprement impériale, la dynastie Qin, en 221 avant la chrétienne. Donc, si nous prenons cette date de 2070 par rapport à 2750 affichée par les Égyptiens, il manque encore presque un millénaire pour parvenir à damer le pion, donc à l'Égypte. Donc je dirais encore un effort camarade.
Alors, plus récemment, le gouvernement chinois, en 2001, a lancé donc une suite à ce projet des trois dynasties, nouveau projet qui s'intitule le projet d'exploration ou d'investigation des origines de la civilisation chinoise, en chinois donc Zhonghua Wenming Tanyuan Gongcheng, qui utilise donc toute une panoplie de méthodes scientifiques pour tenter de développer une connaissance plus complète concernant donc la trajectoire de développement des sociétés antiques dans toute la Chine. Alors, ce nouveau projet de 2001 représente donc un prolongement donc, du projet précédent sur les trois dynasties, puisqu'il élargit donc le champ d'investigation temporelle, puisqu'il s'intéresse donc à la période entre 2500 et 1500 avant Jésus-Christ. Donc là, on reconnaît l'objectif justement de faire remonter encore plus le début de la civilisation chinoise encore plus haut que 2070. Et également, il essaye d'élargir donc le champ spatial et géographique donc à toute la Chine, mais en se concentrant essentiellement sur la civilisation de ce qu'on appelle les plaines centrales, en chinois Zhongyuan. Donc j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'évoquer ce thème de la centralité qui s'impose très tôt en Chine, qui se dit Zhong en chinois, et qui se retrouve encore dans la désignation moderne de la Chine comme Zhongguo, c'est-à-dire le pays du milieu. Alors, cette civilisation des plaines centrales a, semble-t-il, commencé à se développer à la fin du néolithique et au début de l'âge du bronze, c'est-à-dire ce qui correspond en Chine donc aux périodes dites de Longshan et de Erlitou, que vous avez donc à l'image. Et à l'image, vous avez une carte qui vous situe à peu près où se place en fait cette ère du développement civilisationnel au néolithique. Et vous verrez donc qu'il s'agit essentiellement donc du bassin du fleuve Jaune. Et ce qu'il s'agit de montrer, c'est la continuité qu'il y a entre cette période dite de Erlitou avec les dynasties historiques qui interviennent plus tard, c'est-à-dire les dynasties Shang et Zhou. Ici, donc, vous avez une carte qui vous montre où se situe donc le cœur du royaume des Shang. Et vous voyez donc qu'il y a une continuité entre justement cette période néolithique et cette dynastie Shang, avec indiqué sur la carte le site de Anyang où ont été pratiquées des fouilles dès le tournant au tout début du XXe siècle. On aura l'occasion d'y revenir plus tard. Alors, cette investigation dans les origines de la civilisation chinoise concerne donc des sites qui présentent en fait des signes d'une économie et d'une technologie assez avancée, et donc qui est supposé donc se répandre ensuite un peu partout en Chine aux époques ultérieures. Alors, le problème qui se pose maintenant, c'est que de très nombreux savants
ont mis en doute l'historicité de cette première dynastie des Xia, ou du moins l'association du site de Arlithrow avec cette dynastie. Alors, on comprend que les archéologues chinois actuels s'efforcent ou s'évertuent à contrer donc les théories de savants européens, parce que, évidemment, ces théories, notamment celles qui apparaissent au tournant des 19e, 20e siècles, cherchent à accréditer l'idée d'origine occidentale de la civilisation chinoise. Alors, si nous prenons par exemple le grand sinologue français Henri Maspero, né en 1883 et qui a occupé donc pendant de longues années une chaire de sinologie ici au Collège de France et qui est mort en déportation à Buchenwald du fait de ses origines juives donc en 1945, alors qu'il se croyait précisément protégé par son statut de professeur du Collège de France. Henri Maspero, je ne peux pas m'empêcher d'évoquer sa mémoire périodiquement parce que c'est vraiment un immense savant qui a connu un sort absolument épouvantable et qui, dans un article de 1926, paru dans les Annales de géographie, parle donc, c'est le titre de cet article, des origines de la civilisation chinoise. Et il dit ceci, je cite, « On dit ordinairement que la civilisation chinoise a pris naissance dans le nord-ouest de la Chine, dans ce qui forme aujourd'hui le centre de la province du Shanxi et le sud-ouest de celle du Shanxi. » Là, les tons sont importants en chinois. Là, au bord du fleuve Jaune et sur le cours inférieur des rivières Wei et Fen, ses affluents, entre la chaîne du Qinling au sud et les derniers contreforts du plateau de l'Ordos au nord. Donc, vous avez tous ces noms sur la carte que vous avez à l'image. Elle aurait eu son berceau, la civilisation chinoise aurait eu son berceau. Donc là, vous voyez le cours du fleuve Jaune avec sa fameuse courbe qui remonte de manière assez brutale en fait vers le nord et qui ensuite, après un plateau, redescend donc et pour ensuite aller se jeter dans la mer. Alors, je continue la citation de Maspero. De là, donc de ce bassin moyen du fleuve Jaune, de hardis pionniers, descendant le fleuve Jaune, seraient partis conquérir et coloniser la grande plaine orientale, celle où s'étendent maintenant les provinces de Zhili, Shandong et Jiangsu, ainsi que les portions nord et est du Henan et le nord du Anhui. Cette hypothèse que rien ne justifie et que tout semble contredire est consacrée par une longue habitude. Elle a eu en effet la chance d'être constamment renforcée par les préjugés successifs des divers auteurs qui, depuis 3/4 de siècle, se sont occupés des origines chinoises. Et au premier rang donc de ces diffuseurs de préjugés, Maspero place James Legge. Il dit donc le premier et le meilleur traducteur des livres classiques, le révérend James Legge, que vous avez ici en photo, qui a vécu de 1815 à 1897 et qui a été donc
comme l'indique son titre, de révérend donc missionnaire en Chine, avant d'occuper une chaire de sinologie à Oxford, donc le grand James Legge, dont j'ai eu l'occasion de parler lors de cours précédents, que vous voyez dans c'est un tableau représenté avec ses assistants chinois qui portent encore donc la natte manchoue. Nous sommes donc à la fin du XIXe siècle. Donc, Maspero nous dit que James Legge, le révérend James Legge, faisait remonter sa théorie à la tour de Babel. Alors évidemment, normal pour un missionnaire de ramener la couverture donc à la Bible. Et selon James Legge, les Chinois commencèrent leur mouvement vers l'est depuis les régions situées entre la mer Noire et la mer Caspienne, peu après la confusion des langues, c'est-à-dire donc peu après l'épisode de Babel. Continuant entre la chaîne altaïque au nord et la chaîne taurique avec ses prolongements au sud, mais se rapprochant autant que possible du Midi ensoleillé et plus agréable, la tribu se trouva environ 2000 ans avant notre ère entre le 40e et le 45e de latitude nord, se dirigeant parallèlement au fleuve Jaune. Dans la partie la plus septentrionale de son cours, elle décida, toujours cette tribu de primitifs chinois, de suivre le fleuve, tourna au sud avec lui, marcha sur sa rive orientale et fut arrêtée par son coude vers l'est. Ainsi, le Shanxi actuel devint le berceau de l'Empire chinois. Ça, c'est donc Maspero qui reproduit avec beaucoup d'ironie donc la thèse de James Legge. Alors, inutile de préciser que Maspero lui-même ne croit pas une seconde à cette histoire d'origine dans la tour de Babel et que nous avons ici un exemple de l'habituelle guéguerre tout à fait courante à la fin du XIXe siècle entre les Français et les Anglais, même si, entre parenthèses, Legge était écossais, mais ce n'est pas grave. Toujours est-il que cette guéguerre franco-britannique concernait aussi, on le voit, les savants en sinologie. Alors, à la même époque que Maspero, un historien chinois du nom de Ku Jiegang, que vous avez ici à l'image, qui a vécu entre 1893 et 1980. Donc Ku Jiegang, en gros, naît au moment où meurt James Legge. Vous le voyez ici à l'image. J'ai choisi cette photo parce que il porte donc la tunique longue que portaient encore les intellectuels chinois dans les années 1940. Alors, ce Ku Jiegang est un savant qui a véritablement révolutionné l'historiographie chinoise traditionnelle. Alors, lui et ses étudiants se sont désignés eux-mêmes comme le Yigu Pai, c'est-à-dire donc la mouvance ou le courant de ceux qui Yigu, c'est-à-dire qui remettent en cause, qui mettent en doute l'Antiquité. Et leurs travaux ont donné lieu à 7 volumes d'une œuvre qui s'appelle Gushi Bian, c'est-à-dire que des discussions sur l'histoire ancienne, dont vous avez la couverture à l'image. Donc 7 volumes qui ont paru à partir de 1926, dont je vous rappelle que c'est l'année de parution de l'article de Maspero. Donc on peut dire que Ku Jiegang est véritablement un contemporain chinois de Maspero. Et cette école a soulevé des questions extrêmement troublantes concernant l'authenticité des classiques tels qu'ils ont été transmis par la tradition savante chinoise. Alors, Ku Jiegang, en fait, se
avait été formé et s'inspirait beaucoup d'un courant qui s'est développé à la fin de la période mandchoue, qu'on appelle le Kraozhengxue, c'est-à-dire en fait l'étude de l'examen des preuves, qui a déjà en fait mis à plat un certain nombre justement de points douteux concernant l'authenticité de certains textes et de l'histoire textuelle. Et donc, c'est une école qui a véritablement commencé à, on pourrait dire, affiner l'étude de l'histoire textuelle en distinguant, par exemple, dans l'histoire d'un ouvrage, plusieurs couches, plusieurs époques de rédaction ou de compilation, qui a étudié aussi en fait les hasards de la transmission et la probabilité, dans certains cas, de faux, de fabrication de faux et aussi de mélange de sources. Alors, ce que ces nouveaux historiens, ces metteurs en doute de l'Antiquité, ont fait, ils ont fait quelque chose de beaucoup plus radical, c'est-à-dire qu'ils ont carrément rejeté une très grande partie donc, de l'historiographie ancienne de la Chine comme faisant partie du mythe. C'est-à-dire ils les ont vraiment récusés en disant tout ça c'est du mythe. Et ils sont allés au point de justement de remettre en question l'existence historique des toutes premières dynasties dont nous venons de parler. Alors, on mesure justement le caractère révolutionnaire de cette démarche quand on connaît le statut absolument sacro-saint disons, de l'écrit en Chine et de la transmission des textes écrits. Alors, du coup, une fois que ces metteurs en doute sont passés par là, c'est-à-dire que si les textes anciens devaient être tous remis en doute et n'étaient pas à considérer comme fiables, qu'est-ce qu'on pouvait encore prétendre savoir sur l'histoire des premiers temps de la civilisation chinoise? Alors, du coup, en fait, aussi bien les traditionalistes que les sceptiques du Yigu-pai se sont rejoints dans la prise de conscience de la nécessité de recourir aux travaux de terrain archéologiques, puisque, en fait, même en allant vraiment au fond du fond des textes, on n'arrive à rien prouver. Donc, du coup, en fait, qu'est-ce qu'on peut produire comme savoir positif sur la haute antiquité chinoise? Il n'y a plus que l'archéologie. Alors, tout à l'heure, je faisais allusion à ces fouilles du site de Anyang, dans la province du Henan, sur le site dit de Yinshu, qui est censé donc être la dernière capitale de la dynastie des Shang. Et sur ce site, on a retrouvé donc un grand nombre d'inscriptions sur os et carapace, d'inscriptions oraculaires que vous avez ici à l'image. Ici, vous avez une cache, enfin une fosse, où on a retrouvé en tas ces os de bovidés ou d'ovidés servant à la divination et qui étaient donc inscrits d'inscriptions.
Ces inscriptions, dont vous voyez ici un détail, vous avez ici un os de bovidé qui est donc inscrit, et là nous avons indubitablement une forme d'écriture dont on s'entend maintenant pour considérer que c'est l'ancêtre de l'écriture chinoise. Et ces découvertes ont permis à un autre très très grand savant chinois du nom de Wang Guowei, que vous avez ici en photo, qui a vécu de 1877 à 1927. Vous voyez qu'il porte lui aussi donc la tunique traditionnelle. Sur cette autre photo, on le voit avec un confrère, un autre grand savant, et qui portent tous les deux donc justement cette longue tunique qu'on a vu Gu Jiegang porter encore dans les années 1940. Alors, Wang Guowei, donc, grâce à ces découvertes d'inscriptions, a pu reconstituer la généalogie royale des Shang, et avec beaucoup de bonheur, on s'est aperçu donc que cette généalogie correspondait justement à celle qui avait été transmise par les textes et notamment établie dès le siècle avant l'ère chrétienne par Sima Qian, donc l'auteur des annales historiques. Donc là, vous avez une merveilleuse correspondance entre les découvertes archéologiques et donc l'historiographie. Mais ça ne sera pas toujours le cas, comme on va le voir. Alors maintenant, parlons donc de quelqu'un qui travaille actuellement, qui s'appelle Sarah Allen, qui est une paléographe américaine, qui est une éminente spécialiste de la Chine antique, que vous voyez sur la photo, et qui montre donc un livre grand format où on voit donc des lamelles de bambou inscrites aussi, puisque c'est une forme d'écriture qui est bien plus tardive évidemment que les inscriptions sur os oraculaires, mais dont Sarah Allen est une spécialiste. Alors Sarah Allen, en 1984, a publié un article qui a fait beaucoup de bruit et qui a fait date, et qui est paru donc dans le Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, et qui s'intitule donc The Myth of the Xia Dynasty. Donc, sans embâge, elle appelle donc la dynastie Xia un mythe. Alors ça nous rappelle justement en fait le titre de l'ouvrage de Sanjay Subrahmanyam, Is Indian Civilization a Myth? Donc là, vous voyez justement toute cette tradition donc de savants qui remet en cause justement la Vulgate concernant les débuts de la civilisation chinoise. Et l'article commence par cette question: Was there a Xia dynasty? Est-ce qu'il y a eu véritablement une dynastie Xia? Est-ce qu'elle a vraiment existé? Alors, Sarah Allen, dans son article, commence par rappeler donc les travaux dans les années 20 et 30 de Henri Maspero en France, ainsi que d'autres savants occidentaux, mais aussi elle rappelle les travaux de Gu Jiegang et de ses compatriotes en Chine, qui tous ont clairement établi le caractère mythologique du personnage de Yu le Grand, qui est censé avoir été le fondateur donc, de cette fameuse dynastie Xia. Alors,
Sarah Allen rappelle que pendant à peu près 4 décennies, hein, après donc, ces travaux donc, des années 20 et 30, pendant 4 décennies, évidemment, ce sont 4 décennies de révolution, de guerre, hein, mais toujours est-il que la question de l'authenticité de cette dynastie Xia a été laissée complètement à l'abandon, hein, bien que beaucoup justement de savants aient continué à comment dire, diffuser cette idée que la dynastie Xia était une dynastie parce qu'elle fonctionnait sur le principe héréditaire, hein, tout comme la dynastie Shang plus tard. Hein. Et donc, on pensait que l'existence historique de cette dynastie Xia serait un jour authentifiée par les découvertes archéologiques. Et c'est pour ça que, justement, les savants chinois actuels, hein, ont commencé à classifier toutes leurs découvertes archéologiques sous l'étiquette Xia. Alors ça, c'est justement une opération que remet en question Sarah Allen, parce qu'elle remarque que les découvertes archéologiques faites par exemple à Erlitou, dans la province du Henan avant 1964, hein, étaient étiquetées Shang, alors que maintenant, donc, les nouvelles découvertes sont systématiquement étiquetées Xia. Et elle se demande justement sur quel fondement on peut s'appuyer justement pour faire cette opération. Alors, pour sa part, Sarah Allen justement intitule son article donc est-ce que la dynastie Xia ne serait pas un mythe, parce que justement selon elle c'est précisément un mythe qui aurait été en fait inventé en quelque sorte par les Shang, c'est-à-dire leurs successeurs, qui ont imaginé un peuple qui était leur inverse. Autant les Shang se présentaient comme justement des rois soleils, hein, en quelque sorte, autant, selon Sarah Allen, ils ont inventé justement ce mythe de leurs prédécesseurs Xia comme un peuple de l'eau, de l'obscurité, hein, qui avait été justement conquise par les rois soleils des Shang. Et ce mythe a été transformé, selon elle, en une dynastie donc fondatrice, antérieure en tout cas, au moment où les Zhou, donc la troisième dynastie, ont conquis à leur tour les Shang, et au moment où ils ont mis en avant donc la fameuse théorie du mandat céleste, hein, du changement du mandat céleste. Cette propagande Zhou, si je peux l'appeler comme ça, consistait à dire que leur conquête était justifiée par le fait que la dynastie Shang était devenue complètement dégénérée, et donc la conquête Zhou était tout à fait légitime. Alors, pour contrer les doutes, si on en avait, sur la réalité historique de cette dynastie Xia, et pour contrer, et pour, disons, enfin, au contraire, enfin, conforter la surenchère des millénaires, nous avons par bonheur une toute récente découverte archéologique qui tombe à point nommé pour fixer le compteur à très précisément 5300 ans. Si vous prenez cette dépêche du quotidien du peuple, donc qui est le journal, l'organe officiel du Parti communiste en Chine, vous avez une dépêche qui date du 9 mai 2020,
période où nous étions tout juste en train de sortir de notre premier confinement, n'est-ce pas? Alors, cette dépêche nous dit ceci. Vous avez donc la photo d'un site de fouilles ici qui accompagne l'article. Alors, elle nous dit ceci, les archéologues chinois ont annoncé des découvertes importantes sur le site de Shuanghuaishu, près de la ville de Zhengzhou, dans la province du Henan, au centre de la Chine, découvertes qui fournissent une preuve clé de l'origine de la civilisation chinoise de plus de 5000 ans. Alors, donc, nous y voilà. Hein. Je continue cette dépêche. Les fouilles sur ce site ont commencé en 2013. Alors, je rappelle que 2013, il se trouve que c'est le moment où le président Xi Jinping lançait sa vaste et ambitieuse opération OBOR, One Belt, One Road, qu'on connaît en français sous le nom de Nouvelle Route de la Soie, et qui a bénéficié donc également d'un financement abondant de l'État chinois. Là, je parle des fouilles. Alors, je continue la dépêche. Donc, d'une superficie de 1,17 million de mètres carrés, le site de Shuanghuaishu, que vous voyez ici. Donc, vous voyez que les fouilles sont bien avancées. 7 ans après leur début, on a déjà construit en fait des bâtiments pour protéger en fait les parties importantes du site. Et vous avez ici donc ces excavations prises d'en haut, hein, en photo aérienne. Alors, ce site remonte à il y a environ 5300 ans. Il est situé sur la rive sud du fleuve Jaune, dans le canton de Heluo, et il a été proposé qu'il soit nommé donc royaume de Heluo, pour des raisons qu'on va voir tout de suite après. Et un grand nombre de reliques de la culture Yangshao, datant de 5000 à 7000 ans, ont été découvertes sur le site. Alors, ces ruines antiques, c'est toujours la dépêche qui parle, couvrent une superficie de plus de 930 000 mètres carrés et elles ont vraisemblablement été laissées par les plus grands groupes tribaux des stades moyens et tardifs de la culture chinoise de Yangshao, qui occupaient les rives du fleuve Jaune pendant la période néolithique. Donc là, vous voyez réapparaître justement cette obsession de la continuité entre le néolithique et cette prétendue dynastie historique Xia. En fouillant les ruines, les chercheurs ont découvert des couches de tranchées circulaires ainsi que des murs de cités. Ils ont également découvert des entrepôts, un système d'assainissement rudimentaire, plus de 1700 tombes soigneusement organisées en 3 blocs et même un réseau routier. Donc là, on a l'ancêtre des routes de la soie, apparemment. Autant d'indices qui racontent l'histoire d'une ville soigneusement conçue, vieille d'environ 5300 ans. Alors, selon le président de la Société chinoise d'archéologie que cite cette dépêche, cet emplacement a été soigneusement choisi et sa construction bien conçue. Alors, d'après lui, les découvertes faites à Shuanghuaishu viennent combler un vide, c'est-à-dire apporter en quelque sorte le chaînon manquant dans la recherche sur les origines de la civilisation chinoise. En effet, elles étendent l'occupation continue du territoire de la plaine centrale, donc le fameux Zhongyuan, plus loin dans le temps que les estimations initiales. En outre, érigées entre les zones résidentielles de l'ancienne cité, les chercheurs ont également découvert dans les ruines des restes de ce qui ressemble à des plateformes sacrificielles. Ils ont aussi trouvé des objets plus petits, comme cette statue de verre à soie faite
avec une défense de sanglier, vous l'avez ici en photo. Plus fascinant encore, ils ont trouvé un ensemble de pots en argile mystérieusement placés dans la disposition de la constellation de la Grande Ourse. Et donc, d'après le directeur de l'Institut de Zhengzhou, tous ces objets montreraient l'aura des rois et nous en apprennent plus sur les croyances religieuses des habitants de la ville à l'époque. Donc là, nous avons, d'après cette dépêche du quotidien du peuple, la preuve tangible que non seulement la civilisation chinoise remonte au moins à 5300 ans même, mais qu'on a trouvé là les vestiges d'une ville royale, forcément de la dynastie Xia. Alors, certains historiens chinois, à partir de cette découverte, ont eu tendance à, comme c'est un peu leur habitude un peu fâcheuse, à aller un peu vite en besogne dans l'interprétation de ces fouilles. Vous avez par exemple cet historien qui s'appelle Monsieur Li Boqian, vous l'avez à l'image, donc, qui est un grand historien sans aucun doute, professeur à l'université de Pékin, et lui alors n'hésite pas à dire que l'emplacement de ce site se trouve par magie, miracle, coïncider avec les descriptions du livre des mutations, le fameux Yi Jing. Et il voit même justement comment dire, un rapport avec une section de ce classique, de ce livre des mutations, qui décrit donc un cheval qui sort du fleuve jaune avec sur son dos donc une sorte de diagramme mystique et par ailleurs une tortue qui, elle, émerge de la rivière Luo avec un livre sur son dos. Vous avez donc ici une représentation populaire qui fait partie d'une xylographie donc, de ce cheval Ma Tu qui sort donc avec, du fleuve jaune avec un diagramme sur le dos, et la tortue aussi qui sort de la rivière Luo avec un livre sur le dos. Et donc ces diagrammes magiques sont mis à plat sur cette autre illustration que vous avez à l'image, et vous voyez donc qu'il s'agit en fait de schémas cosmologiques. Alors donc monsieur Li Boqian n'hésite pas donc à mettre en rapport l'emplacement donc qui est situé justement, l'emplacement de ces fouilles de Zhuang Huaishu, donc entre la rivière Luo, c'est-à-dire à l'endroit où elle se jette dans le fleuve jaune, pour mettre immédiatement en rapport donc ce site avec ces deux diagrammes dont parle donc le livre des mutations. On voit ici donc l'objectif, encore une fois, de l'opération, c'est-à-dire de faire le raccord, par la force si nécessaire, entre donc ce qu'on découvre par les fouilles archéologiques et la tradition écrite. Alors, le professeur Li Boqian continue dans son interprétation, à mon avis un petit peu hâtive, en supposant que cette ancienne cité royale était probablement en activité à l'époque de l'empereur jaune, qui se trouve être considéré comme l'ancêtre du peuple chinois, donc avec tout bien sûr en fait comment dire, toute la symbolique qui s'ensuit, donc le jaune, la terre jaune, la race jaune et tout ce qui s'ensuit. Donc on y reviendra. Donc encore une fois, nous avons ici
vraiment de façon extraordinaire, et je suis bien sûr ironique ici. Nous avons le chaînon manquant entre l'histoire de la Chine, hein, qu'on fait remonter à 3000 ans, et l'époque de l'empereur jaune, qu'on avait toujours considéré évidemment comme un empereur mythique. Hein. Et toujours selon ce professeur Li Boetian, donc cette petite sculpture du ver à soie serait donc la preuve d'une production, hein, déjà d'une industrie en quelque sorte ancienne de la soie sur ce site. Donc il s'appuie sur ce genre de petits objets pour supputer que la production de la soie a été inventée donc, il y a 5300 ans, donc dans le bassin moyen du fleuve Jaune, et que donc nous avons une preuve absolument tangible que la civilisation chinoise a effectivement duré depuis plus de 5000 ans, CQFD, hein, ce qu'il fallait démontrer. Alors, évidemment, avec tout ça, bien sûr, c'est très enthousiasmant, hein, mais curieusement, on ne trouve à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire près de 6 mois après cette annonce fracassante, qui a été relayée à l'envi par tous les médias chinois, ainsi que leurs nombreux réseaux à l'étranger, hein, mais on n'a eu aucune réaction venant des milieux archéologiques internationaux, hein, donc qui sont apparemment plus prudents que le professeur Li Boetian, hein, pour sauter aux conclusions, parce que là, il y a quand même un tout petit problème, c'est que comment se fait-il qu'aucune trace écrite n'a été retrouvée, hein, au milieu des vestiges de cette civilisation qu'on nous présente comme aussi avancée, hein, qui présente une cité royale avec ses tombes, ses lieux de culte, un réseau routier, une industrie de la soie, etc. Et curieusement, aucune trace écrite. Donc nous allons rester sur cette question pour aujourd'hui et tenter d'apporter quelques éléments de réponse ou du moins de réflexion la semaine prochaine, toujours dans ces conditions dystopiques. Merci de votre attention.